Je m'appelle Evelyn. Elles sont toutes assignées femmes. Un de mes deux parents qui est d'un milieu agricole. J'ai une famille de 5 enfants, dont j'étais la dernière. Je pense que je me suis construite d'abord en opposition à ce milieu-là, le côté rural, paysan, etc. C'était pas quelque chose dont j'ai été fière. Et puis ensuite, dans mon adolescence, j'ai connecté avec des luttes politiques rurales. J'étais pas très loin d'une ZAD, la ZAD de Sivins. Elle était très en lien aussi avec les modèles qu'on pouvait construire en agriculture parce que c'était un barrage qui était pour des céréaliers autour, beaucoup des cultivateurs de maïs. Pour moi, ça questionnait vraiment les modèles de se dire c'est quoi l'idée de faire des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau pour nourrir des animaux. À ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, via l'agriculture, c'est vraiment un moyen aussi de jouer sur le territoire, sur comment se construit le paysage et comment s'organise la société dans un lieu. J'ai eu envie de pouvoir nourrir des gens et ramener un peu le côté de nourriture dans un sens commun. Mais par contre, j'avais jamais appris avec mes parents. Ils ont beaucoup tenu à l'écart, les enfants, de ça. Et j'ai fait mes études, voilà. De moi-même, ça me paraissait difficile d'imaginer aller vers le monde agricole. J'ai ouvert un peu plus le monde agricole à l'étranger en faisant des volontariats en même temps qu'avec du social. J'ai travaillé un temps en Norvège avec des personnes handicapées mentales et avec qui on faisait un peu de l'artisanat, de l'agriculture. Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit que ça m'a plu, que je me suis sentie bien en extérieur et le fait de choisir vraiment les tâches qu'on va faire, comment on va les faire, à quel moment, le fait de réfléchir à une action en entier, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose que j'aimais, enfin, qui occupait mes journées et qui me nourrissait. Et je voyais aussi les personnes avec qui je travaillais que je trouvais très épanouies dans ce contexte-là. Ouais, ça, je crois que ça m'a un peu permis de me dire que c'est un lien que je peux faire entre un peu ces idéaux politiques et ce que j'aime moi concrètement en tant qu'individu. Ça m'a plu, mais je voyais un peu déjà une répartition des responsabilités genrées. C'était très mixte, mais c'était beaucoup les hommes qui prenaient les décisions et voilà, qui disaient comment il fallait faire. Et c'est vrai que déjà je sentais que c'était quelque chose qui me pesait. J'ai commencé à étudier et travailler dans l'agriculture. J'ai fait un apprentissage, un BTS en apprentissage. Les responsabilités étaient très 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 souvent prises par les hommes. Et j'avais du mal à savoir souvent qu'est-ce qui est dû au fait que je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est pas facile d'arriver et de pouvoir tout de suite le faire. Et qu'est-ce qui est dû au fait que je sois une femme et que du coup aussi on me laisse moins la chance, enfin la possibilité où on n'y croit pas que je saurais le faire. Ça m'a pesé et j'ai quand même fini par avoir accès à pas mal de savoir, mais c'était toujours dans la tension, l'énervement. Et du coup, je crois que ça m'a aussi donné envie au bout d'un moment de me dire que moi, les compétences que j'avais, j'aimerais bien pouvoir les transmettre aussi à des femmes, au moins de manière différente, pour pas refaire vivre toujours ces mêmes mécanismes. Et parce que moi, j'ai voulu chercher aussi des modèles féminins ou des personnes de qui apprendre et que j'ai réalisé que c'était pas si facile à trouver. Qu'il y en a, mais c'est vraiment beaucoup plus anecdotique. Après, au fur et à mesure de mes vadrouilles, aussi j'ai pu voir des femmes qui faisaient de la mécanique ou des femmes aussi installées toutes seules et qui géraient tout elles-mêmes. Par exemple, une femme que j'avais rencontrée à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui gérait beaucoup tous les côtés entretien des tracteurs et réparation, les machines. Et moi, ça, c'est quelque chose vraiment auquel je me suis confrontée, c'est que enfin, il y a plein de savoirs qui sont difficiles, mais le côté mécanique, je trouve que ça a été un des pires pour moi de pouvoir y accéder. Dans mes objectifs pour la suite, j'ai en plus réfléchi à comment on pourrait faire justement pour éviter ces choses-là et du coup à me dire est-ce qu'un lieu où on fait ça que en non-mixité, ça devrait être intéressant ou alors est-ce que s'il y a des hommes, comment faire pour qu'ils prennent pas toute la place. C'est vraiment à partir de cette expérience que de plus en plus j'ai pensé à la non-mixité comme pour moi moyen d'apprendre et de transmettre et surtout de me sentir bien quoi.
pour la partie agricole. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée pendant ces années où du coup je travaillais quand même dans des milieux assez peu comme là d'où je venais, dans ce côté un peu alterno, écolo, à faire une agriculture durable, mais par contre socialement pour moi ça a de plus en plus manqué de sens. Le fait qu'on vendait, on faisait toujours de la vente directe pour pouvoir se rémunérer, mais je trouve à des personnes privilégiées, il y avait très peu de personnes racisées, et au niveau des classes, il n'y a pas beaucoup de la classe populaire. Je pouvais voir la différence parce que pendant mon apprentissage, quand j'étais en ville pour mes études, je travaillais les week-ends sur des marchés pour des revendeurs, et du coup qui étaient plus des marchés dans les banlieues en bord de ville. Et du coup je voyais bien la différence de gens à qui on avait affaire. Et les marchés de revendeurs, c'est vrai qu'on faisait des prix très très bas. Enfin, c'est impossible de vivre de l'agriculture en faisant ça. Que les gens, bien sûr, à qui on vendait, ils aussi demandaient des crédits au fin de mois pour pouvoir quand même acheter leur panier. C'était vraiment nécessaire et c'était déjà trop cher. C'est vrai que ça me faisait vraiment bizarre d'un mois à l'autre de passer d'une clientèle à l'autre. Ça m'a vraiment épuisée de me dire que en fait, la bonne bouffe qu'on produisait de manière durable, etc. Je voulais la vendre à l'autre clientèle. Je trouvais ça injuste en fait. J'ai vraiment vu ce rapport de classe un peu, je trouve, un peu hypocrite, mais de bien-pensance dans le milieu alternatif, de se dire qu'on fait quelque chose vraiment de bien pour la planète, etc. et tout, mais un peu de se fermer les yeux par rapport à ce problème-là, en se disant qu'en effet, il y a toujours des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui font beaucoup d'efforts pour arriver à quand même s'acheter des légumes un peu plus chers, etc. Mais je trouvais que c'était un peu décalé de la réalité, parce qu'ils parlaient toujours des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais en fait qui viennent quand même d'une famille où ils peuvent être aidés, ou toujours de personnes qui finalement avaient quand même un peu je trouve, des privilèges dans la société, et qui en fait arrivaient à s'en sortir pour quand même acheter ces légumes, mais c'était pas non plus complètement réaliste, parce qu'en fait que même si en effet on n'a pas le choix, quand on veut vivre on est obligé de vendre à un certain prix, pour autant on vendait pas à tout public. Et du coup moi voilà, c'est de plus en plus ce vers quoi je réfléchis, et donc je pense qu'il y a des endroits aussi où les personnes pour qui la nourriture est faite s'impliquent beaucoup dans le système de production. Ça peut aller déjà en début de culture, choisir ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour l'année, quel argent on peut mettre chacun là-dedans, quel temps de travail on peut investir. Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment de l'année, par exemple, quand il y a l'éclaircissage des carottes ou quand il y a une grosse récolte de pommes de terre à faire, on peut se dire qu'on est là, et que ça fasse peut-être baisser les coûts de production. Après, c'est toujours un peu la question de est-ce qu'on a affaire à une entreprise qui cherche différents moyens de distribution, ou est-ce que c'est vraiment un groupe de gens qui se dit comment on peut faire pour juste avoir de la bonne bouffe toute l'année. Et pour moi, ça fait vraiment une différence, parce que dans un cas, j'ai l'impression que ça aide, mais un peu le pouvoir, il reste quand même à la personne qui produit, et du coup qui a toute la mainmise sur quels avantages ça lui donne, etc., quelle répartition, enfin, ce vers quoi j'aimerais tendre, c'est se dire on s'en empare vraiment à plusieurs, et la gouvernance elle se fait tous ensemble. Et du coup, selon l'endroit où on se met à cultiver, j'imagine qu'il y a différentes logiques qui peuvent se mettre en place. Mais c'est vrai que oui, par exemple, si c'est pas loin d'une ville, je pense que ça peut être intéressant en effet, avec tous les gens qui habitent en ville et autour des villes, de se dire que ça fait une grosse population qui peut s'y investir sur des week-ends, etc. Après, c'est vrai aussi bosser avec, je pense, des cantines des luttes, aussi peut-être avec des personnes exilées. En campagne aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en campagne et qui n'ont pour autant pas accès à la nourriture qui est produite autour d'eux. On est plusieurs parties de population à se côtoyer sans jamais vraiment interagir. Et du coup, c'est comment rentrer en contact et se mettre à faire ça ensemble. Многие соединиться, рвут